passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui essaie de s'accorder avec ses invités, où le temps n'est pas une contrainte, mais une grande porte à ouvrir. Nassera Bellaza est mon invitée aujourd'hui. Je l'ai retrouvée dans le hall de son hôtel à Bruxelles et le temps n'a plus existé, malgré le brouhaha qui nous a entourés. Un travail qui touche à la présence nue de l'acteur. C'est Comra, ça. Ah, c'est Régie. Ah, le deuxième. On aurait dû que c'était dans le prolongement de ce que disait Soulage. Et du coup, je me suis fait avoir. Nassera Bellaza, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Nous sommes à Bruxelles où vous présentez dans le cadre du Kunsten Festival des Arts L'Onde, votre dernière création. J'ai l'impression que ce spectacle a été créé dans des conditions particulières. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période qui a jalonné à sa création ? Cette pièce, effectivement, on aurait dû sortir en mai 2020 au Kunsten, au Festival de Marseille dans la foulée, etc. Donc elle avait un joli parcours avec le Festival d'automne à la rentrée. Et puis en fait, tout ça, ça a pris fin. Et en fait, c'est une pièce que j'ai passé mon temps à remonter et à remettre de côté, à réaccorder, à remettre de côté. Et ça, je pense que c'est pas anodin au moment de la naissance d'une pièce, qu'elle soit comme ça, qu'elle puisse pas d'un coup rencontrer le public de manière fluide, libre et continue. Ce qu'ont eu toutes les autres pièces avant. Et du coup, elle a quelque chose de... Elle se cherche, enfin, elle s'est longtemps cherchée encore. Et là, je pense qu'elle commence un petit peu à se... Enfin, on commence à sentir l'épicentre de la pièce. Parce que quand on crée une pièce dans un studio, on travaille... J'ai envie de dire qu'on travaille sur un certain type de pièce. Et puis, au moment où elle rencontre le public, ça devient une autre pièce. Et donc ça, effectivement, ça a été retardé. Et puis, ce qui a été la grosse difficulté aussi, c'est que comme je travaille avec plusieurs danseurs et que je suis ces dernières années en quête de cette notion d'unisson, de chœur, de qu'est-ce qu'il y a de commun quand on est à distance les uns des autres, etc. Sans que ça se formule exactement de cette manière-là, ça nécessite d'accorder les êtres de la même manière qu'on accorde des instruments, en fait. Sauf qu'un instrument, c'est un outil, je dis pas que c'est plus simple, j'y connais rien, je dis pas que c'est un outil plus simple à accorder, mais quand même l'être humain, c'est d'une complexité inouïe. Et en fait, dès qu'il se passe un peu de temps, tout le monde se désaccorde parce que tout le monde regagne sa vie, ses préoccupations, etc. Et en fait, à chaque fois que je retrouve l'équipe, je suis obligée de recréer toute une organisation, par exemple en rapport à l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible n'est pas omniprésent dans la vie de tout le monde. Donc là, d'un coup, les reconnecter à l'imaginaire, renforcer l'imaginaire, faire en sorte que l'imaginaire prédomine sur le corps, réouvrir certaines antennes, certains capteurs, estomper d'autres, dématérialiser le corps. Et c'est un travail en réalité d'une complexité inouïe, à l'intérieur de chacun, mais aussi en lien avec les autres. Et donc, c'est vraiment ça qui prend un temps fou et qui a été aussi à l'origine d'une forme de frustration de ne pas pouvoir la jouer pour pouvoir maintenir, pour que d'un coup tout le monde entende vraiment le son commun en quelque sorte et ça puisse ensuite un peu se stabiliser. C'est une chose qui ne se stabilise jamais définitivement, il suffit qu'on ne joue pas pendant un mois et puis de toute façon il y a une partie du travail à refaire. Mais ça, j'ai vraiment senti à quel point, je voyais très clairement à quel point et comment chacun se désaccordait en fait. Et comme l'essentiel de la pièce tient quand même là-dessus, voilà, ça a marqué aussi, ça a redoublé de difficultés en fait dans ce travail. Mais vous diriez que ça a été quelque part bénéfique pour votre travail cette période ? Est-ce que dans l'empêchement, comment vous avez d'ailleurs vécu cette période de ne pas avoir fait aboutir cette pièce qui était prévue avant, et comment vous avez traversé pour tenir ce désir de cette création jusqu'au bout et de la faire montrer après du coup ? Moi je suis passée par plusieurs étapes. La première étape c'était la sidération, le choc comme tout le monde. Ensuite je me suis dit enfin débarquer de ce train à grande vitesse qui est ma vie. C'était un rêve, je pense que tous les chorégraphes qui tournent beaucoup, ils ont ce rêve un peu caché comme ça, de se dire mais mon Dieu, si seulement ça, on laissait ça s'arrêtait d'un coup et qu'on me laissait du temps, quoi. Et là d'un coup
voilà, on se retrouve à cet endroit, il n'y a plus rien, on ne projette plus rien, notre rythme, enfin on décélère, on s'apaise. Et puis moi, comme tout le monde, je me suis dit, ah super, je vais lire, je vais pouvoir créer, regarder d'autres choses, etc. Et en fait, pas du tout dans mon cas, vraiment, ça a créé une, une stérilité totale. Et au début, je comprenais pas. Je me disais, mais il y a quelque chose qui se fiche, qui fait que je manque d'inspiration, je manque d'air. Et donc voilà, petit à petit, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Et je me rends compte que pour faire le travail que je fais, pour rechercher voilà, cette quête de l'intériorité, d'une forme de silence intérieur, etc., j'ai besoin de la vie autour de moi, j'ai besoin du tumulte autour de moi, j'ai besoin que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Et presque par contrepoint, comme ça, je trouve cet endroit. Mais quand ça se fige à l'extérieur, moi, ça a eu vraiment l'effet de me figer aussi au-dedans. Il n'y avait plus de mouvement. Et d'ailleurs, ça a très clairement mis en lumière le fait qu'une de mes sources principales d'inspiration, c'est le mouvement, en fait. Ne serait-ce que les déplacements que je fais, alors que je m'en plaignais jusqu'à présent, je vais éviter de le faire à l'avenir, parce que les déplacements en train, en avion, les temps de latence, etc., tous ces temps, en réalité, c'est des temps de déplacement, de voyage extérieur et intérieur qui pour moi, sont voilà, tous ces kilomètres comme ça qui déroulent. C'est en réalité, quand on regarde toutes mes pièces, elles sont traversées par ce type de traversée, en fait, de parcours. Par rapport à la création, moi je travaille tous les jours chez moi, hein, que je sois en création ou pas. Je consacre 2 heures de ma journée à travailler sur moi, à réaccorder mon instrument, à entrer dedans, parce que si on le quitte trop longtemps, c'est comme un instrument, il se désaccorde. Donc, ce que je disais au début. Donc, moi j'ai ce travail-là. Et ce travail-là, en fait, c'est comme si j'affûtais mon instrument. Et ce travail-là me donne une forme de stabilité et de sérénité. Après, c'est l'acte de création, d'être sur le plateau, de contempler cet univers que j'aime à créer, à rêver. Ça, je me suis rendu compte au fil du temps que, en fait, quand on constate que sa réalité, ça devient une somme d'actions fonctionnelles, en quelque sorte. Voilà, on va faire des courses, on mange, on cuisine, et que l'univers que j'ai créé comme ça sur le plateau, ce point de fuite qui m'est indispensable, commence à se faire sentir. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, la littérature a été pendant longtemps cet échappatoire où il y a eu les autres arts. Mais là, d'abord, je suis pas quelqu'un qui peut apprécier les œuvres en ligne. Moi, j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire regarder ça sur un petit écran en face de moi. J'ai besoin vraiment du sensible, j'ai besoin de la matière, j'ai besoin que mon corps soit aussi... Alors même les zooms me posaient problème. J'avais l'impression d'être coupée de mon corps. Moi, l'énergie de mon corps, ou ce que je ressens dans mon corps, contribue à structurer ma pensée et à la fluidifier, et à dire des choses. Si je deviens qu'une tête, je ne sais plus comment penser. Donc vraiment, ça a commencé à se faire sentir. Mais je m'en suis pleinement rendu compte quand d'un coup les théâtres sont devenus un peu accessibles et que j'ai pu retourner dans un studio de répétition. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, même si j'avais ces 2 heures de travail tous les jours, que mon corps avait été mis comme dans un étau, en fait, et que le déploiement qu'on vit, nous, dans un studio ou sur un plateau, ce déploiement du dedans et du dehors, je ne le vivais plus depuis plusieurs mois, et je me suis rendu compte effectivement à quel point ça m'avait en réalité énormément affecté, plus qu'on l'imagine, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais moi j'ai subi cet enfermement physique, en fait. Alors que c'est un enfermement physique c'est ce que je disais, moi j'ai commencé mon travail par le confinement, c'est-à-dire que comme beaucoup le savent, je l'ai souvent raconté, j'ai travaillé dans ma chambre parce que je ne pouvais pas sortir, etc. Donc j'ai travaillé dans un endroit très étroit, j'ai dû sonder et trouver la liberté au-dedans. Puis à un moment donné, quand j'ai pu avoir cet espace, je pensais qu'il était gagné cet espace et qu'on ne me l'enlèverait plus. Et voilà la pandémie qui arrive, et là je revis cette expérience. Donc vraiment, j'ai été ramenée aussi à un endroit que je connaissais. Et je pensais vraiment pas vivre ça dans ma vie. Ramenée à un endroit où, en quelque sorte, je m'étais libérée moi-même. Je m'étais échappée. Et donc là, je revivais cet enfermement physique, en plus avec une assignation quand même, comme ça. C'était à l'État qui nous dit, le président qui nous dit restez chez vous, c'est pas rien quand même. Une espèce de tutelle comme ça qui réduit notre espace vital, c'est vraiment pas anodin. Et en plus, la manière dont ça a été fait en France, voilà. Et donc, quand je suis retournée dans le studio, j'ai vécu une émotion très forte que j'ai partagée d'ailleurs aussitôt avec Hortense Archambault, qui était compagnon de galère à ce moment-là. Et je lui disais, mais vraiment, de réouvrir son corps, se redéployer dans l'espace, c'est pas rien en fait. Ça contribue à se maintenir en équilibre, en vie, en harmonie, etc. Et après,
dans un second temps, quand on est retourné sur le plateau, quand j'ai commencé à répéter sur le plateau, là j'ai encore vécu une autre émotion très forte, c'est que en fait j'ai retrouvé le monde que j'ai fabriqué, l'univers que j'ai fabriqué, qui m'est vital depuis le début de mon travail, qui n'est pas tant de chorégraphier puis d'avoir le plateau, mais c'est un espace d'imaginaire infini. C'est un espace que j'ai travaillé d'une manière où je lui donne ses composantes. Hein. Il est infini, c'est l'endroit de la transcendance, c'est l'endroit où il n'y a plus de limites, c'est l'endroit de tous les possibles. Et cet endroit-là, c'est comme un masque à oxygène, quoi. C'est-à-dire que je l'ai créé par nécessité. Moi, je l'ai pas créé parce que je voulais simplement faire des jolies choses sur le plateau. Ça m'était nécessaire en tant qu'individu, interprète, etc. Mais aussi à vivre, à voir, à me relier à cet univers tous les jours. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans mon travail, qui partagent le travail depuis longtemps, c'est de cette manière-là qu'elles le vivent aussi. C'est-à-dire que ça devient pour eux une nécessité. Moi, je me souviens de mon régisseur qui me dit j'avais besoin de me replonger dans cet univers. Les danseurs aussi. Et c'est pas tant être sur le plateau face au public, hein, c'est vraiment retrouver toutes les composantes de cet univers qui sont en réalité des composantes profondément inhérentes à l'humain, mais qu'on atrophie ou qu'on déforme ou qu'on occulte dans la vie. Et de pouvoir se redéployer, regagner ces dimensions-là dans une telle liberté, c'est tout ça qui a manqué. Parce qu'après, le dialogue avec le public, bien sûr, le mettre en partage, faire vivre la pièce, d'accord, mais pour ma part, c'était pas... Parce qu'il y en a qui disaient, le public nous a manqué. Enfin, voilà, j'ai pas envie de choquer les gens, mais bien sûr que c'est bon de partager ces choses-là, et quand c'est bien fait au bon endroit, et enfin d'étendre cette communion pas seulement aux interprètes, mais aussi aux gens qui viennent le partager avec nous, aux personnes qui viennent le partager avec nous, c'est extrêmement nourrissant, riche, voilà. Mais c'est ce qui m'a manqué, c'est ce versant-là qui m'a manqué. Comment, lorsque l'espace des possibles est restreint, on en arrive à trouver dans son corps tous les possibles? Il me semble que vous aussi, vous êtes arrivé à la danse dans l'empêchement, dans l'interdit. D'abord, je ne le savais pas à ce moment-là. On fouille, on cherche intuitivement les chemins, mais c'est pas toujours évident. Puis c'était une nécessité aussi très forte, c'est-à-dire que j'étais dans un tel empêchement physique, mais pas seulement. C'est-à-dire vraiment, je vivais dans un espace très contraint. Et à l'intérieur, j'étais submergée par un désir de liberté extrêmement puissant. Donc comment vous faites quand vous avez ce désir à l'intérieur et cet empêchement à l'extérieur? Soit on a quelques petits problèmes avec la société que j'ai évité, soit on cherche, et c'est là où l'art a été d'un grand secours, c'est là où la littérature m'a sauvée en quelque sorte. La liberté, elle peut aussi se trouver à l'intérieur de soi. Il y a cette fameuse phrase, je crois que c'est Aldous Huxley, qui disait il y a deux manières d'explorer le monde, soit on part à ses découvertes, soit on plonge à l'intérieur de soi. Je la cite souvent, cette phrase, mais bon, elle reste toujours vraie. Donc, et en fait, cette phrase, elle a aussi, elle a vraiment fait changer d'angle de vue, où j'ai le sentiment de chercher une forme de liberté à la verticale, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Et cette liberté, personne ne pouvait me l'enlever. Aucun espace réduit, quel qu'il soit, ne pouvait la contraindre ou l'empêcher. C'est la manière dont j'ai pu résoudre cette tension, cette contradiction dans ma vie. Et en fait, c'est pour ça que ça a situé très rapidement ma danse au-dedans. Donc je me disais, mais en fait, chercher une liberté intérieure, ça ne peut pas rencontrer de limites. Et ça m'a beaucoup plus fait rêver que la liberté de mouvement, que si on la regarde de près, est très vite limitée, même si la danse a déployé des tonnes et des tonnes de techniques et de technicité pour pouvoir essayer d'approcher ça. Pour moi, elle est définitivement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se connaître, voilà, enlever les verrous à l'intérieur de soi, défaire les cloisons. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à agrandir les espaces, à défaire les cloisons, à ouvrir des résistances. Et c'est ce que je fais sur moi, c'est ce que je fais chez les interprètes qui travaillent sur moi. D'ailleurs, on abordait encore le sujet hier. C'est que, j'aurais dit, les outils et les aptitudes qui amènent à travailler sur le corps ne sont absolument pas les mêmes, voire même elles n'ont rien à voir avec les outils qui nous permettent de travailler sur soi en tant qu'être humain. Et souvent, le danseur, en travaillant sur lui et en tapotant de temps en temps chez l'humain qu'il est, pense qu'il fait ce travail. Alors que, en fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte, je dirais même que le fait de porter son attention sur le corps et de travailler sur le corps empêche l'accès à soi. Et je suis au début
début de cette affirmation, mais dans pas longtemps, je vais l'affirmer clairement, parce que vraiment, c'est quelque chose que je constate, que j'analyse, que j'étudie de près. Et je vois vraiment que quand on a quand on travaille sur son corps, bien sûr que ça peut être au début un déclencheur qui peut permettre d'éveiller des choses et de stimuler, et ensuite d'emprunter un autre chemin. Mais j'ai par exemple, je connais des danseurs, j'en ai eu pas mal dans ce cas, qui vont, ils vont traduire et transposer toutes les consignes, les contraintes, le travail qu'il y a à faire sur soi, vont le transposer sur un plan physique. Et c'est presque une forme d'évitement. Et moi, ce qui m'intéresse dans la danse, mais comme dans tout art, c'est quand ça m'aide à lever le voile sur l'énigme, de l'être humain, comprendre l'être humain, si c'est pour travailler une esthétique, travailler des formes, etc., ou même un univers artistique, c'est vraiment pas une priorité. Donc ce travail sur l'humain, il a été dès le début salvateur, puisque c'est lui qui m'a permis de me dire, j'ai pas besoin... Et c'est étonnant, par exemple, quand des années après, je voyais des danseurs dans un studio qui dansaient en considérant que l'espace dans lequel ils étaient, c'était un espace qui était évidemment acquis, et qu'il leur fallait tel espace pour pouvoir faire tel mouvement. Moi, j'ai un rapport à l'espace qui est extrêmement vivant, en fait, parce que comment on fait quand on n'a pas d'espace et qu'on doit faire ce qu'on a à faire. Et du coup, ça m'a obligée à déformer l'espace, la notion même d'espace. C'est-à-dire que l'espace, c'est celui finalement que je crée. C'est ce que je dis aussi aux danseurs, c'est que c'est pas les 10 mètres de plateau, les 15-20 mètres de plateau dans lesquels on est, c'est l'espace dans lequel ça se produit, c'est l'espace infini. Donc en fait, que vous me donniez 2 mètres ou que vous m'en donniez 20, je vais devoir transformer l'espace. Et ça vient de cet espace, cette cellule dans laquelle j'ai commencé à travailler. Et ça veut dire que l'espace que j'ai autour de moi, c'est pas l'espace réel en fait que vous percevez. Je suis obligée de le transformer pour pouvoir le vivre du dedans comme si ça devenait un espace infini. Et ça, je me rends compte que cette action sur l'espace, la plupart des danseurs ne l'ont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris des cours de danse dans un studio où ils avaient de la place pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et aujourd'hui, quand je dis aux danseurs, non, attention, dans cet espace, je leur demande d'opérer cette autre transformation, je vois bien que c'est du latin, c'est-à-dire qu'ils se demandent pourquoi. Et en réalité, c'est ce qui m'a amené à transformer la notion du temps, la notion de l'espace, transformer complètement le réel. Mais je crois que tout prend sa source à cet endroit. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, aujourd'hui, vraiment, je remercie mes parents de ne pas m'avoir accordé plus d'espace, parce que si j'avais pas eu des contraintes aussi fortes, je n'aurais pas trouvé ces chemins et ces outils. Et si je les ai trouvés, c'est parce qu'il y avait une nécessité de trouver une liberté dans un espace extrêmement contraignant. Il y a vraiment un travail qui touche à la présence nue de l'acteur, puisqu'au départ, l'acteur n'est pas encore en capacité de se projeter vers une fiction d'un rôle ou d'une pièce déjà existante. Donc, il est non pas nu, mais il est avec lui, avec ce qu'il est, et c'est de cette réalité première, de cette présence première, bien souvent que je cherche à obtenir. Je passe, je crois, du temps à expliquer, en tout cas aux acteurs que je rencontre ou avec qui je travaille pour la première fois. Je pense que je passe beaucoup de temps à expliquer à l'acteur que j'ai besoin qu'il arrête de faire des choses ou qu'il arrête de vouloir montrer des choses. Je lui demande finalement davantage de se dépouiller ou de se débarrasser que de se remplir. Et bien sûr, à un moment donné, l'acteur ne peut pas travailler dans le vide ou sans un point de projection fictionnelle. La fiction arrive, la construction commence à partir de l'idée d'un rôle ou de l'idée d'une situation fictionnelle. Et là, il y a construction, mais cette construction artificielle, fictionnelle, elle se bâtit sur un préalable de concret, de réalité, de la présence et de quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un dépouillement.
Un extrait avec la voix de Joël Pomera, auteur et metteur en scène qui se qualifie d'écrivain de plateau, qui écrit ses spectacles avec ses comédiens et ses comédiennes, et qui parle ici de cette consigne souvent donnée aux comédiens de se dépouiller. Et dans L'Onde, donc c'est une pièce, la pièce que vous présentez ici avec 5 interprètes et vous êtes interprète dedans, j'ai l'impression que c'était aussi peut-être une consigne qui aurait pu être donnée, se dépouiller pour être relié à soi. Ah bah c'est pas juste peut-être, c'est que... Bon d'abord ça me fait plaisir d'entendre Joël avec qui j'ai énormément échangé sur nos approches, nos recherches, etc. Et ça me faisait rire parce que j'ai vraiment l'impression, encore une fois, d'un compagnon de galère parce qu'il demande aux comédiens la chose la plus compliquée que je demande aussi aux danseurs. Moi, je leur dis de ne pas danser et je sais que c'est une aberration. Ils ne comprennent pas dans un premier temps. On les a formés à danser. Comment aller sur un plateau et ne rien produire? Ça devient vertigineux pour eux de comprendre là où on veut les amener. Mais évidemment que je comprends parfaitement ce qu'il dit. C'est que il a fallu du temps aussi pour comprendre ces choses-là. Mais je pars de certains constats. C'est-à-dire que le plateau, à partir du moment où on fait les choses... Bon, d'abord, il faut savoir que les danseurs et les comédiens arrivent souvent dans leur art avec l'idée qu'ils se font de la chose. Et souvent, ils ne sont que dans la tentative de traduire ou de jouer ou de répéter cette image qu'ils ont de danseurs à travers des formes différentes ou de comédiens. Donc ça, il faut le défaire parce que sinon, tant qu'on est dans la reproduction de ses propres idées, de ses propres projections, on n'est pas là. Et comment on peut prétendre, convoquer des gens et les amener à être là dans l'instant si nous-mêmes on est sous le joug de ces projections. Donc là, il y a tout un travail où on doit défaire toutes ces idées, tous ces fantasmes qui amènent à pratiquer ces arts. Donc là, déjà, c'est une énorme sélection parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui travaillent comme ça. Ensuite, pour ma part, c'est vrai que je me suis très vite rendu compte qu'à partir du moment où l'espace était rempli d'informations, d'actions, de volonté de faire, etc., ça générait chez moi un profond ennui existentiel. C'est-à-dire que dès lors où on se met à me raconter quelque chose, où on veut me passer une information, dans ces cas-là, je regarde les informations à la télé, mais je vivais mal cette expérience. Donc évidemment que je voyais bien que j'étais en train de... Je créais une matière dans un premier temps et ensuite, ça n'était qu'un prétexte à enlever, à épurer, à évider pour vraiment arriver à une forme d'acte essentiel comme ça sur le plateau. Et c'est vraiment en réponse à ça. Et à partir du moment où vous visez ça, vous vous rendez compte, en fait, tout ce qui est chez l'interprète va venir encombrer ça. Moi, je me rends compte, bon, maintenant je vais résumer parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'avais une collaboration il y a quelques années avec Serge, sur un petit projet avec Serge Tessoguet. Puis, j'appréhende beaucoup aussi de travailler avec des musiciens parce que pareil, les musiciens ils veulent créer du son, ils veulent créer de la musique, etc. Et on se rencontre avec Serge et on commence à faire une improvisation et en fait ça a été immédiatement un bonheur et j'ai compris pourquoi et je lui ai dit mais en fait tu ne produis pas de son, tu commences par écouter et ensuite le son va venir habiller cette écoute. Donc on est d'abord un réceptacle, on est d'abord en creux et ensuite on ne fait que faire résonner finalement ce qui se produit. On ne le crée pas par l'action, par la volonté, par l'effort poussif, etc. Et en fait, je pense que c'est ce que je fais dans la danse, c'est-à-dire que je mets tout le monde, je vide l'interprète, je le mets en creux pour qu'il devienne ce réceptacle de l'imaginaire en l'occurrence. Ensuite, j'ai un motif comme ça qui est pas nécessaire de dévoiler, et qui change comme ça d'une pièce à l'autre. Et avec ce motif, je vais faire tout ce tricotage, toute cette écriture. Il parle d'écriture de plateau, mais sincèrement, c'est vraiment comme ça que j'agis aussi. Et je l'ai souvent dit aussi, c'est que j'ai la sensation, je le disais encore aux danseurs hier, je leur ai dit, mais pour élargir leur focale, je leur ai dit, mais vous devez absolument entendre ce que le son, l'obscurité et la lumière racontent, parce que tout est écriture. Il n'y a rien, même le costume qui a l'air d'être balancé comme ça, son volume, la façon dont les chevilles sont dégagées, etc. Tout est écrit, tout a mis des années à mûrir, à être pensé, mais tout est écrit. Et donc, ils doivent entendre les choses. Et en réalité, c'est à cette définition d'interprète que je suis arrivée après près de 30 ans de travail. Il fait que faire entendre, en fait. Il fait résonner. Et pour ça, paradoxalement, il ne doit ni jouer, ni danser, ni chercher à danser, ni chercher à produire, ni chercher à faire, mais apprendre à lâcher prise, se laisser faire, devenir disponible, extrêmement disponible. Tout, la matière corporelle se transforme, elle se dématérialise. Quand vous allez à cet endroit, effectivement, tous les interprètes ne vous suivent pas parce que l'être humain, il a besoin de faire, et surtout sous le regard de l'autre, il a besoin de faire, il a besoin de produire, et pour avoir une forme de
donner une forme de matérialité à ce qu'il est et de se rassurer aussi dans ce qu'il est. Et du coup, ça devient des chemins un peu escarpés où très peu d'interprètes, pour moi, vont. L'histoire qu'on me raconte, je ne m'en souviens plus, bien sûr. Je devais avoir 4 ou 5 ans. J'étais en train de tracer de grandes lignes noires sur du papier blanc, et quelqu'un m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Et j'ai répondu de la neige. Et ça a paru tellement extraordinaire, tout le monde a ri, bien sûr, mais tout le monde s'en est souvenu. Et on me l'a rappelé. Le noir n'était pas là pour sa qualité de noir, mais aussi pour ses pouvoirs de noir. C'est-à-dire que, par contraste, il rendait le papier probablement, le papier qui est gris, le papier blanc qui n'est pas vraiment blanc, ça le rendrait probablement plus blanc, comme la neige. C'est une explication que je donne maintenant. Je ne sais pas si c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais l'histoire brute, telle qu'on me la raconte, c'est « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» Et j'ai répondu « De la neige ». Je travaille énormément avec ces éléments et surtout, je dirais, avec la lumière, parce que c'est cette chose impalpable et en même temps qui est fluctuante et qui peut bouger sans cesse. Et en même temps, justement, dans toutes ces recherches obscures que je fais, j'ai découvert que la lumière est capable de changer la réalité et que même la réalité d'un être vivant. Et que par conséquent, c'est un élément fantastique puisque ça permet de contester l'existence de la réalité, puisque on arrive à faire passer la réalité dans plusieurs aspects de réel, et que finalement, ça n'est peut-être jamais qu'un passage d'un état de réel à un autre état de réel, et qu'il n'y a pas d'état de réel fixe, ce que l'astrophysique nous dit d'ailleurs un petit peu aussi, et c'est une chose qui m'a conforté d'ailleurs, cette idée que rien ne peut nous permettre de dire qu'un objet est ce que nous percevons de lui, et que donc la réalité dépasse infiniment la perception que nous pouvons en avoir, et que donc s'arrêter à une réalité cernée, fixe, reconnaissable et définissable comme extérieure à nous, est une illusion totale. Un montage avec la voix de Pierre Soulages, le peintre du noir, où il raconte que petit déjà, il traçait du noir pour faire apparaître son contraste, pour faire apparaître la lumière, suivi de la voix du metteur en scène Claude Régis, qui évoque comment la lumière peut troubler notre perception du réel, de ce qu'on voit au plateau et dans l'onde. Le spectacle présenté ici au Kunston, vous signez aussi la lumière du spectacle, une lumière faite de traces, d'apparitions, de disparitions, de vide aussi, comme une manière de nous déplacer, nous spectateurs, en permanence, pour nous dire que ce n'est pas toujours là où il faut regarder, presque pour nous pousser aussi à nous relier à nous-mêmes. Pourquoi ce souci du travail avec la lumière ? J'ai envie de dire pourquoi on n'aurait pas ce souci, surtout parce que ça fait partie, pour moi, intégrante de ce qui dialogue avec le corps, l'espace, l'obscurité, la lumière, l'attention du public, tous les éléments en présence doivent être intégrés dans l'écriture. Ça me paraîtrait pas du tout naturel de pas l'écouter, de pas l'observer. Et dès le début, ça a été comme ça. Dès le début, je commence à travailler sur la matière corporelle, enfin sur la chorégraphie, et puis petit à petit, pour moi, l'espace est tout de suite convoqué dans l'écriture. Puis l'écriture se déploie, et puis d'un coup, je me mets à voir l'écriture de la lumière. Je fais résonner des sons au fur et à mesure. En fait, c'est un état, c'est comme un état d'improvisation permanent. En fait, c'est-à-dire que on est à l'écoute. J'écoute, la combinaison, la correspondance entre tous ces éléments. J'évite de prendre une décision ou de faire des choix. Et puis à un moment donné, il y a comme une convergence, une résonance à travers tous les éléments, et je sais que ça se passe là. Mais pour ça, je mets toujours tous les éléments. Moi, je travaille très tôt sur la lumière, même si j'épure un peu ce qui se passe dans le corps avant. Et qui dit lumière, dit obscurité. Puis ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai énormément de mal à transmettre aux danseurs. C'est-à-dire que le danseur, souvent, il est programmé pour associer le noir
D'ailleurs, en écoutant Soulage, je me disais, mon Dieu, comme il a un rapport direct à son art, et comme ça doit être bon de ne pas passer par des intermédiaires qui bon, je dis pas que les danseurs vraiment font ce qu'ils peuvent, etc., mais surtout quand ils ont été formés, et que, en fait, les danseurs tels qu'ils sont formés, pour moi, ne peuvent pas entrer dans mon travail. Donc finalement, ce travail ne s'adresse pas aux danseurs, sauf que je suis quand même obligée de... Enfin, je gravite dans cet univers-là, donc voilà, je fais comme je peux, mais du coup, les danseurs sont programmés, je disais, pour... quand c'est noir, une espèce d'association d'idées, pour eux, c'est on me voit pas, je suis caché. Et quand il y a de la lumière, on me voit, il faut que je fasse. Et ça, faut le démonter, parce que sinon, vous n'obtenez pas l'écriture. Donc je passe un temps fou à leur faire comprendre que ce qui se passe dans le noir est perçu et entendu, d'une autre manière, mais perçu et entendu. Et quand on passe dans la lumière, c'est presque le phénomène inverse qui doit se produire, c'est-à-dire que c'est pas une mise en lumière de leur corps, mais c'est le prolongement, la tension, cet espace comme ça qui traverse de part en part la lumière et l'obscurité. Et donc, je suis obligée de leur faire croire ce en quoi je crois. C'est-à-dire que vraiment, on voit autrement. Et quand la lumière, elle est là, je fais bien comprendre, enfin, je la traite d'une manière que le public comprenne qu'il n'est pas question de voir. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui lui échappent. Donc, il comprend très vite qu'il faut arrêter de chercher à voir. La vue est assez directement lié au mental qui traite les informations derrière. Et comme j'essaie de désamorcer le mental, donc en fait, je suis obligée de transformer le mode de perception du spectateur. Ce qu'il voit, il ne sait pas s'il le voit, s'il le sent, s'il l'entend. Je me souviens avoir rencontré une personne qui était presque non-voyant et qui me disait que quand il avait vu une de mes pièces, il m'a dit c'est la première fois que je ne souffre pas parce que je ne vois pas des choses. Il lui manquait rien en fait. Et en fait c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire faire confiance à tous les autres sens, à comment on perçoit les choses. Et puis aussi il y a cette intention très claire pour moi, c'est que je veux pas mettre le réel sur le plateau, quoi. Et puis le réel est tellement multiple, il est tellement fluctuant. Je disais tout à l'heure pendant la pandémie, ce qui m'a manqué, c'est ce qui échappe au réel. Que pour moi, le plateau, c'est l'endroit du rêve, l'endroit de la déformation, de la transformation, j'aime pas trop le mot, mais du mystère, en fait. Et de ce fait, on est obligé de traiter tous les éléments scéniques pour les mettre à cette fréquence. Le son, pareil. Si le son, il peut être très réaliste. Ça dépend à quel niveau vous le mettez. Ça dépend comment vous le faites arriver. La façon dont je fais entrer le son sur le plateau, ou je demande à mon régisseur de le faire, c'est très, très, très... En fait, c'est comme s'il devait le faire entendre d'abord dans une espèce un endroit très lointain qui donne l'impression qu'on ne sait pas si on l'entend à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Et ensuite, à partir de là, on crée... C'est comme si le son prenait racine là, et là, on peut monter le son. Et après, il faut faire attention à comment on le monte. Mais là, on peut monter le son, on peut le démultiplier parce que c'est pas un son qui vient de l'extérieur et qui est perçu par l'oreille, en fait. Et ça, j'étais obligée d'observer comment l'être humain fonctionne quand il écoute, quand il regarde. Et pour pouvoir transformer ça, pour pouvoir défaire ses résistances et l'amener à accepter que la réalité se transforme à ce point. En fait, le son, surtout que vous avez vu, la bande-son, elle est très riche, elle est très... Et en fait, ce son, si il ne l'accueille pas, ça devient un effet, comme la lumière d'ailleurs, un point de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, si le danseur se focalise, lui, sur la lumière en se disant « c'est ce qui se passe dans la lumière qu'on voit », en fait, tout s'appauvrit, ça devient un effet. Donc il est obligé de faire exister une réalité pleine, qui n'est pas que dans la lumière, qui n'est pas contenue que dans la lumière. Et quand le spectateur voit ça, c'est-à-dire qu'il y a ce faisceau de lumière, par exemple, qui traverse le corps, et en même temps, il est en train de se passer une chose dont je perçois certaines bribes, certains tracés comme ça, et d'autres parties m'échappent, là, il n'est pas dans une sensation de manque. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « je vois mal ». Il se met à mal voir quand l'interprète lui-même ne fait exister que des choses que sous la lumière. Et quand ça échappe à la lumière, alors on a l'impression qu'on ne l'a pas vu. C'est vraiment des phénomènes passionnants à observer. Et le son... Parce qu'en fait, j'écris donc la dramaturgie du son, la dramaturgie de la lumière, celle du corps, et ensuite, il y a une logique que j'appelle une logique de correspondance entre elles, c'est-à-dire qu'elles se déroulent, mais en fait, elles sont en dialogue, en interaction, mais pas de la manière habituelle, c'est-à-dire que le danseur entend la musique, ou alors il ne l'entend pas du tout. Non, moi, il doit l'accueillir, c'est-à-dire qu'elle doit le traverser. Il a son imaginaire, il écoute cet imaginaire à l'intérieur de lui, mais en même temps, comme il est dans un mode d'écoute et de perception globale, il entend aussi tous ces cris, tous ces sons, Le simple fait qu'il les accueille va venir créer des frictions sur l'image
que lui-même produit et qu'il écoute. Et là, on a cette étrange sensation qu'on n'a pas un individu sous une lumière avec un son, mais on a une image faite de tous ces éléments. En fait, elle est brouillée et pareil pour l'espace. C'est-à-dire être à un endroit, ça n'est pas être à un endroit, sinon c'est une réduction terrible de l'espace. En réalité, c'est tendre l'espace partout pour créer un centre à un endroit. Donc en réalité, on a cette sensation trouble que vous êtes là, mais en fait, vous êtes au milieu de partout et vous êtes d'une certaine manière un peu partout. Donc voilà, c'est absolument pas une imposition comme ça de ces éléments et des bonnes idées, du choix des bonnes musiques. C'est pas du tout ça. En réalité, vous fabriquez un objet avec des éléments qui peuvent sembler hétéroclites et à un moment donné, vous créez vous trouvez une sorte de point névralgique pour moi, où d'un coup ça se met à vibrer et ça touche une fréquence où on se dit « Ah mais c'est une seule chose, tout ça n'est qu'une seule chose ». Ça aussi, ça fait partie de ce qui est en marche, ce qui est en travail. Votre danse est faite de répétitions, un mouvement à la fois le même et toujours différent, un mouvement qui ne cherche pas à se produire mais qui existe dans une vibration intérieure et intime justement, un mouvement qui peut rappeler une forme de transe accompagnée, portée par une bande de son très écrite, très présente. Comment le mouvement et le son coexistent ensemble pour vous? Qui porte qui? Une de mes trouvailles au tout début, il y a très longtemps, c'est que je me suis rendu compte, parce que je voyais bien que le contemporain, à l'époque en plus, évitait toute musique trop mélodique, etc. Ils allaient vers des sons, etc. Je me disais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est problématique dans un son, dans une musique qu'on pourrait entendre un petit peu n'importe où? Et en fait, en travaillant, et moi je suis quelqu'un qui vraiment, j'ai aucune cloison au niveau de l'oreille, j'écoute toutes les musiques, tous les genres de musique, tout me parle. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ce qui rendait problématique un son sur le plateau, en réalité, c'est la manière dont l'interprète l'écoute. C'est-à-dire que si il se rattache d'un point de vue émotionnel à la musique, c'est foutu. Il n'y a plus rien qui va survivre après la fin de la musique. Et souvent, vous le constatez quand vous regardez un spectacle, les belles musiques arrivent à la fin parce qu'après, il n'y aura rien. Après, c'est le désert. Et que pendant, souvent, moi, ça me fait cet effet, ou même les mauvais films qui finissent sur une belle musique, etc. Ça se passe à un endroit, d'un coup, on a une espèce d'élan comme ça et émotionnel chez l'interprète qui va se relier à la musique. Et ensuite, on a inévitablement, après, une dépressurisation, tout ça. Et donc, je me suis dit, en fait, le problème, je l'ai constaté dans la vie, toutes ces trouvailles, j'étais une fois dans un taxi à New York, il était en train d'écouter du rap à la radio, et dehors, il y avait de l'opéra. Et je me suis dit, mais c'est fou comment tout se mélange en réalité. C'est juste le fait de vouloir créer des fois qui rend ça problématique, en fait. C'est-à-dire que on n'agence plus les choses au bon endroit. On travaille un peu avec la tête, on a des idées, on se dit que ça va marcher, puis il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'intuition. La source n'est pas la même. On est tiraillé quand on crée. Si on se laisse aller, on se dit oh non, là c'est trop long parce que le public va s'ennuyer, ou là c'est machin. Donc moi, j'ai d'abord créé, tout à l'heure on parlait de vider l'interprète, le premier à se vider c'est le chorégraphe. C'est-à-dire que si je ne veux pas créer avec mes peurs, mes fantasmes, mes envies, ce que j'aime pas, etc., je dois me débarrasser de tout ça pour vraiment rester sur le fil de l'intuition, de ce que j'entends comme ça au loin. Et en fait, ou alors par exemple vous prenez un arbre, souvent je donne cet exemple aux danseurs, c'est très simple, mais vous prenez un arbre à l'extérieur, il y a une vitre entre vous et l'arbre, même s'il n'y avait pas de vitre d'ailleurs ça marcherait, vous pouvez passer toutes les musiques que vous voulez, vous pouvez aller du rap, gospel, chant traditionnel, etc. Il y a une correspondance qui va s'établir. Donc avec tout ce qui est naturel, tous les éléments naturels, etc., on ne sent pas, aucune musique n'est anachronique. On ne se dit pas, tiens, cette musique, elle n'a rien à faire dans ce contexte, ou ça n'arrive pas. Donc ça veut bien dire que celui qui pose problème, c'est celui qui l'écoute. C'est celui qui va interférer entre ces deux réalités. Donc je fais un travail sur l'interprète pour qu'il n'écoute pas, il ne se relie pas sur un plan émotionnel à la musique, qu'il n'ait aucune forme d'interprétation de la musique, c'est-à-dire j'aime pas, à ce moment-là j'aime, ça j'aime pas, ce son j'aime bien, ce son il est bizarre, etc. Aucun jugement. Il n'a aucun jugement durant le spectacle, aucun jugement sur la musique, et vraiment il la laisse, je dis souvent, voyez la musique, entendez la lumière, quoi. Il doit laisser le son le traverser de la même manière que la lumière ou l'obscurité. C'est pas simple. C'est un vrai
c'est titanesque comme travail pour arriver à cette neutralité au moment où on est en train d'interpréter. En fait, c'est comme si aussi dans les films, on rajoute la musique au montage. Donc les interprètes, ils l'entendent pas. Et donc je me suis dit, tiens, il faut dissocier en fait dans un premier temps l'interprète de la musique et ensuite l'ouvrir à un endroit où effectivement, elle peut le traverser, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, le son dans l'onde, je passe mon temps à dire aux danseurs qu'ils ne doivent absolument pas rythmer le mouvement sur les percussions ou sur les voix, parce que les percussions sont tellement fortes qu'on a tendance, par exemple, si on écoute un mouvement infini, à tomber au même endroit à cause des percussions. Or, si vous écoutez le mouvement infini, que ce soit le cercle ou que ce soit le 8, et que vous ne vous laissez pas, donc il y a des résistances à créer à certains endroits où elles n'existaient pas d'ailleurs. Si vous écoutez le diamètre parfait de ce cercle qui est porté de partout et que vous avez des percus à côté et que ces percus ne vont pas venir déformer cette écoute, alors ça fonctionne. Mais si les percus sont tellement fortes et l'interprète un peu passif, il va tomber sur les percus. Et dès qu'il tombe sur les percus, pour moi, il y a affaissement d'écriture et ça ne marche plus. Donc c'est un rapport très complexe. Je sais que quand je le décris aux danseurs, ils ne comprennent pas tout de suite ce que ça veut dire. Mais ça a été une de mes trouvailles. Je me suis dit, en réalité, il faut se dissocier du son. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je pouvais me permettre de mettre n'importe quel son sur le plateau, que c'était pas le son le problème, que c'était vraiment la manière dont on le juge, la manière dont on l'apprécie ou non du point de vue de l'interprète, qui va nous le faire percevoir d'une certaine manière. Et par exemple, dans l'onde, on entend des voix, on entend des cris, on entend un chant, on entend des percus. Et je leur ai dit, mais vous êtes en train d'écouter ces motifs intérieurs, cet imaginaire, cet invisible intérieur, mais en même temps, il ne faut pas exclure ces sons. Sinon, on a l'impression d'une scission comme ça entre l'image et ce qui se produit dans le corps et le son qui s'abat, ces trompes de son qui s'abattent comme ça sur le corps. Ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir l'impression, à un moment donné, on doit avoir cette hallucination de se dire, tiens, on a l'impression que c'est presque des sons internes de l'interprète. Tous ces cris sont à l'intérieur de lui. Donc voilà, c'est un travail sans fin. Vous avez créé votre compagnie dans les années 90 et Land arrive après une vingtaine de spectacles que vous avez imaginés en solo ou en duo, le plus souvent avec votre sœur Dalila. Comment Land, qui est une pièce de groupe, s'inscrit dans votre parcours de recherche qui était jusque-là basé beaucoup sur l'expérience de votre propre corps? En vous écoutant, ce qui frotte ou ce qui peut-être vous intéresse aujourd'hui, c'est cette transmission, c'est cette incompréhension peut-être de la part de l'interprète, mais qui vous pousse, vous, à peut-être à préciser peut-être encore plus les choses dans cette transmission. Non, mais il y a eu des phases dans mon parcours finalement très, quand je l'observe, assez cohérentes, parce que j'ai commencé à travailler avec ma propre sœur, qui était dans le même espace que moi au début, que je décrivais tout à l'heure. Et donc, j'ai fait quelques tentatives pendant que je travaillais sur le duo pour travailler avec d'autres danseurs, mais je pense que j'étais pas moi-même prête, puisque j'étais en train vraiment de définir tout ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. J'étais en train de faire ces fouilles, ces recherches, et je définissais mes propres outils. Et je pense que ça s'est fait à l'intérieur du duo. C'est-à-dire que dans le duo, ça m'a évité une forme de dispersion, parce que je crois qu'on peut pas en même temps être en train de construire ces outils et en même temps en train de transmettre. Donc j'ai vraiment, je pense, passé presque 20 ans à définir ça, à forger mes outils. Et ensuite, moi, le duo, je l'ai vécu en me disant c'était un espace contraint que je m'étais défini et construite pour pouvoir pousser ma recherche dans une certaine direction. C'est-à-dire que je me posais cette question qui était pour moi un vrai défi sur le plan artistique. C'est que je me disais, si j'ai les deux mêmes interprètes, les mêmes costumes, même espace vide, j'ajoute rien niveau scéno, rien. Est-ce que je suis capable d'aller plus loin? Et qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin dans ces conditions? Parce que souvent, aller plus loin, c'est on change de scéno, on change d'interprète, on change de thématique. Ouais, mais pour moi, ça ne va toujours pas plus loin. C'est autre chose. Et c'est amusant parce qu'une fois, j'avais vu, la citer, parce que je pense qu'elle n'entendra pas parler de moi. Et je crois que c'était 4 petites pièces de Trisha Brown au Théâtre de la Ville. 4 petites pièces. Et en fait, quand je suis sortie de ce spectacle, j'ai mieux compris ce que je faisais. Et en fait, une fois c'était un duo, une fois c'était une pièce de groupe, une fois c'était un solo, etc. La scéno changeait, les interprètes changeaient, la musique changeait, la chorégraphie restait strictement la même. Et je me suis dit, je fais le contraire de ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon écriture qui m'intéresse, c'est comment je vais la transformer. Donc on est passé par de l'immobilité, par du mouvement répétitif, par toutes sortes de choses que j'ai pu imaginer à chaque fois en les rendant possibles, en me disant que ça pouvait être possible. Et ça a déposé comme ça des strates et des strates et des strates à l'intérieur de nos corps qui ont fait vraiment des pans de vie, de recherche, de réflexion, de maturation. Et puis à un moment, le duo, d'abord Dalila avait aussi envie, je pense, de développer son propre travail. Et puis moi j'avais commencé déjà à travailler sur c'était le
cercle sur un groupe de danseurs où j'étais un peu à l'extérieur parce que je voyais pas comment je pouvais partager après moi le plateau, après avoir vécu toutes ces strates. Justement, c'est Régis qui disait une chose et que je cite souvent aux danseurs. Il disait on ne peut pas être en mouvement si on n'a pas été traversé dans un premier temps par l'immobilité. Or le danseur il commence par bouger, il bouge tout le temps. Il faudrait le mettre en cellule pendant un temps. Ensuite, il faudrait le mettre dans un autre environnement pour qu'il produise un autre type de mouvement et ainsi de suite. Et là, il fait l'expérience, il comprend qu'est-ce que ça veut dire d'immobiliser le corps. Est-ce qu'on bouge ailleurs? Pourquoi on ne bouge pas, etc. Et c'est vrai que faire naître le mouvement dans mon corps après avoir traversé toutes ces strates, ça ne veut évidemment pas dire la même chose chez un interprète qui plus jeune, de 20 ans, qui a juste envie d'exulter. Et donc, ça devenait intéressant pour moi de me dire, mais est-ce que je peux vraiment... on peut transmettre, et qu'est-ce qu'on peut transmettre? Et j'observais bien dans le travail des autres, de certains autres chorégraphes, parce que je connais pas grand monde et je vois pas grand-chose d'ailleurs en danse, mais je voyais bien qu'à un moment donné, le chorégraphe, il acquiert une telle singularité dans son corps. Enfin, en même temps, ça dépend, parce que s'il développe une façon de faire, c'est évident que moi, j'ai pas développé une façon de faire. J'ai travaillé sur la notion de page blanche. J'ai voulu que mon corps devienne une page blanche. Donc, j'ai voulu lui accorder une capacité, une possibilité de transformation infinie, en fait. Il n'y a aucune écriture, aucune gestuelle que j'ai pu produire qui m'a enfermée. C'est peut-être ça a été vraiment une chance. Mais je voyais bien que chez beaucoup de chorégraphes, à un moment donné, il y a des choses un peu irréductibles comme ça qu'ils ne pouvaient pas transmettre aux interprètes. Donc souvent, ils se retirent de leur pièce et ils créent pour les danseurs. Il y a comme quelque chose qui ne peut plus. Et là, je me suis dit, non, il y a peut-être une autre voie. On peut, avec un certain type d'interprète et voilà, un certain travail, on peut peut-être arriver à être sur le même plateau et partager quand même. Parce que je crois quand même en cette communion supérieure entre les êtres, et coûte que coûte. Parce que j'entendais par exemple des professionnels parler de la pièce, je ne sais plus quel chorégraphe, et il disait, parce qu'elle a des danseurs qui sont avec elle depuis 20 ans, et puis des nouveaux arrivés, et ils disent, oui mais quand même ceux qui sont là depuis longtemps, ça n'a rien à voir ce qui se passe dans leur corps avec les autres. Et ça, c'est pas une fatalité, je veux dire, enfin moi, ça fait partie des choses que je travaille, c'est à trouver ce commun entre les individus, ce langage commun entre les individus, c'est presque ce qui me préoccupe, l'essentiel de ce qui me préoccupe. Et donc, avoir une danseuse qui a 20 ans à ma droite, Beth, que j'ai rencontrée dans un conservatoire, ou avoir Aurélie, qui est maintenant depuis 8 ans à peu près, dans mon travail, et réussir à trouver ce lien entre nous, sans qu'on perçoive une chose qui serait terrible pour moi, le chorégraphe, le nouveau venu, celui qui est là depuis 10 ans, etc. Et donc c'est comme une équation en fait pour moi qu'il fallait que je trouve, c'est-à-dire comment je trouve le commun entre des corps, des cultures, des modes d'appréhension, des compréhensions totalement différentes ou très différentes. Comment ça ne va faire qu'un. En fait, c'est l'équation que je cherche depuis le début. Tout ce que je mets sur scène, je cherche le 1. Comment tout ça égale 1. Son, lumière, corps, les interprètes de cultures différentes. Sauf que là, j'ai un petit peu complexifié, en travaillant avec d'autres interprètes, j'ai un petit peu, complexifié à un autre niveau la résolution de tout ça. Nacera Velaza, votre identité est faite d'une hybridation culturelle entre l'Algérie et la France. Vous êtes installé en France depuis l'enfance, mais vous cultivez cet aller-retour entre vos deux pays. Qu'est-ce que cet aller-retour apporte à votre travail? Est-ce que vous avez le sentiment d'exister dans l'écart entre ces deux rives, ou est-ce que vous avez réussi à trouver une forme de synthèse? C'est une vaste question, et puis je me rends compte que je donne jamais la même réponse en fonction des années, de l'endroit où je me trouve, etc. Mais bon, je me sens... Une chose importante, je pense que c'est que je me sens vraiment appartenir de manière différente à ces deux territoires, ça c'est certain. L'Algérie, j'y suis née, j'ai passé tous les mois d'été, pas rien, c'est 3 mois dans l'année, donc, et puis c'est les mois où on est libre, on n'est pas à l'école, etc. Donc on vit encore plus librement. Mes parents ont reproduit, comme beaucoup de familles à cette époque-là, vraiment le mode de vie tel qu'il était au pays, ils l'ont transposé en France. Donc moi, souvent le sentiment, je le disais, de vivre en Algérie à la maison et de voir la France par la fenêtre. On parlait l'arabe à la maison. Donc ça a créé vraiment un enracinement assez profond dans ces deux cultures. En France, j'ai fait mes études, j'ai découvert l'art, je me suis construite ailleurs, autrement. Et donc pour moi, il y a vraiment 2 pans de mon être qui sont parler d'hybridation, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça transparaît d'une autre manière dans le travail, c'est que je disais, parce que j'ai un maghrébin dans l'équipe,
Et je leur disais, mais c'est fou, je vois comment les Maghrébins entendent et appréhendent certains sons et certains mouvements, et comment les Occidentaux le perçoivent. Et pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Le Maghrébin va entendre les percus et réagir aux percus à certains endroits. L'Occidental va les entendre différemment. Et en fait, j'ai besoin des deux. Et je me souviens de plusieurs articles qui étaient passés où on parlait et ça m'a aidé à définir mon travail, c'est pour ça que je les cite, il disait qu'il y avait quelque chose d'archaïque, d'ancestral et en même temps totalement abstrait. Et en fait, je pense que ce qui vient de mes deux cultures, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je suis pétrie de ces... on parlait des rituels, etc., de cette culture du corps en lien à la terre, aux éléments, etc., aux rituels. Et en même temps, c'est pas ça que je raconte. J'ai besoin que tout ça je parlais du 1 tout à l'heure, que ça ne trace qu'un seul trait. Et je pense que ça, j'ai pu fabriquer cette chose hybride comme ça, de par ma culture, le fait d'être traversée par ces deux cultures. Et du coup, quand je vais en Algérie, je me rends compte que ça stimule une partie, et ici, ça en stimule une autre. Et ça, c'est aussi une problématique que j'ai vis-à-vis de l'interprète. C'est-à-dire que du coup, je suis obligée de le décrocher de sa propre compréhension des choses pour qu'il puisse vraiment appréhender ces deux versants. Et parce qu'à un moment donné, on transmet pas ce qu'on est, mais la façon dont on a appris les choses, qui vibre en nous, même si j'essaie d'en faire une matière totalement universelle. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, c'est que d'accord, je suis ancrée, enracinée dans ces deux cultures, mais en même temps, je pense que ça n'aurait pas fait une grande différence que je travaille en Algérie ou ici, parce que j'ai ressenti dès le début, et ça c'est lié au fait que vraiment les autres arts, avant d'entrer dans la danse, ont placé le curseur à cet endroit-là, et mes attentes à cet endroit-là, c'est que je tendais vers quelque chose d'universel. Dès le début, je tendais vers ça. Donc pour moi... Quand je suis dans un contexte, quand j'ai créé en Algérie en 2003, on me disait mais tu vas parler de l'Algérie, etc. Je dis non, je suis désolée, je ne vais pas chercher à parler de l'Algérie, mais je suis là, je vibre, je ressens des choses. Ça va se traduire d'une façon ou d'une autre, mais c'est évidemment pas mon intention. Et quand vous travaillez sur un matériau universel, enfin vous tentez de travailler sur un matériau plus universel, vous ne travaillez pas de la même manière que quand vous travaillez ici, maintenant, entouré de ce que... Voilà. De ce qui m'entoure ici. Et je ne crée pas comme ça. Je le sais définitivement. Je me déplace à l'intérieur de moi. Je me mets à un endroit où je m'efface à mes propres yeux déjà. Donc j'efface une bonne partie de ce que je suis, de ce qui pourrait venir entacher comme ça l'œuvre. Et je demande la même chose aux danseurs. Donc ce besoin de m'extraire au contexte, et c'est souvent ce que je dis aux danseurs. Je dis, si vous voulez vous adresser au plus grand nombre, vous ne pouvez pas vous contenter d'être vous-même. Vous êtes obligé de vous hisser à un endroit ou descendre à un endroit, j'en sais rien, mais où vous sentez qu'à cet endroit-là, tout résonne. Pas seulement vous, votre personne. Donc il y a eu ce double mouvement. Il y a eu en même temps un enracinement très fort et en même temps un décrochage aussi indispensable pour pouvoir traiter... Moi je le vois comment mon travail traverse le temps là, et comment il est perçu ou pas par certaines... C'est qu'en fait, on ne peut pas le rattacher non plus à un contexte, à un courant, à une mode, etc. Et ça tient, je le sais, à la façon dont je traite ma matière. Je la traite de façon intemporelle, hors de tout contexte, hors de tout... même si j'entends dire que ces derniers temps, la trance est à la mode, les danses traditionnelles sont à la mode, etc. Et j'aime pas être à la mode, donc il va falloir que... que je quitte... Non, je plaisante, mais c'est vrai, j'ai une réaction par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne... Je refuse le diktat, enfin, je l'entends même pas d'ailleurs. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.